Gilles Grissani et le groupe d'études de géopolitique pour cette belle invitation qui tombe le 22 mars. Date pleine de souvenirs pour moi, puisqu'elle marque le début des événements de 1968. 50 ans déjà, et de nouveau, Paris est en grève. On ne saurait choisir meilleure date encore pour rendre hommage aux grévistes, même si cela perturbe nos rencontres. Cette conférence me permet de réfléchir à nouveau à la situation de l'Europe. Son histoire, sa géographie, sa cartographie, ses villes, mais quelle Europe? Celle du XVIIIe siècle, associée à la philosophie des Lumières ou au projet de Kant d'une paix perpétuelle, 1795, qui visait à sortir les États de leur ancrage naturel, c'est-à-dire d'une situation de conflictualité, de guerre permanente, de loi du plus fort. Selon l'optique kantienne, la guerre est naturelle, ce qui ne la rend pas pour autant légitime. Légitime ou morale, il faut donc sortir de l'état de nature. S'agit-il au contraire de l'Europe des nations, née de la Révolution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui promettait que le bonheur était une idée neuve? J'y reviendrai. S'agit-il du printemps des peuples de 1848, printemps du libéralisme et du socialisme, aurore du communisme, et qui se concrétise dans la splendide phrase de Marx et de Engels, que je ne résiste pas à la citer, un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Fin de citation. S'agit-il d'une guerre interne à l'Europe elle-même, ce qui était postulé par Kant, une Europe contre une autre Europe, ce qui est au passage la problématique contemporaine? On a en effet le sentiment que tous les peuples d'Europe sont devenus, tant bien que mal, européens. Les souverainistes opposent l'ancienne Europe des nations avec leurs frontières à l'Europe fédéraliste voulue par les libéraux, qui veulent dissoudre les frontières au nom du marché, comme si des frontières pouvaient se dissoudre. Les frontières peuvent disparaître géographiquement, certes, mais ce qui ne disparaît jamais, ce sont les différences. Les frontières linguistiques, les frontières culturelles. Et d'ailleurs, il faut respecter l'idée qu'il existe toujours un dedans et un dehors, et donc que les frontières géographiques ont finalement moins d'importance que les frontières culturelles. Il faut un dedans et un dehors, comme le disait Lévi-Strauss, car l'uniformité produit forcément la guerre et le communautarisme. Quelle Europe donc? Le désir d'Europe est là partout, mais quel désir? Les populistes ne sont pas à proprement parler anti-européens, mais ils constatent que les peuples ne veulent pas de l'Europe telle qu'elle est devenue. L'Europe du marché, strictement financière, anonyme, vouée à toutes les facettes d'une perte d'identité, je reviendrai aussi, d'une dissolution des frontières, je l'ai dit, d'une exploitation sauvage des pauvres par les riches et d'une expropriation par un capitalisme fou de toutes les cultures traditionnelles. Fromage de chèvre du terroir, remplacé par des produits reconstitués, viande labellisée vendue comme une chose, pas comme un animal, vendue par la grande distribution, fruits aux pesticides, plats cuisinés chimiquement refaits, mortifère disparition des cultures anciennes, art, littérature au profit d'une génération, d'une sorte de Disneyland
sous fond de logo Coca-Cola. En bref, une Europe de cauchemar, sortie des directives de Bruxelles et qui suscite ensuite toutes les rumeurs possibles et tous les complotistes. Et du coup, beaucoup de populistes adhèrent à la thèse du grand remplacement, c'est-à-dire à cette idée que l'Europe trop libérale et sans frontières serait livrée à des envahisseurs forcément d'un autre monde, et à une religion totalitaire, l'islam. Et des masses s'exprimant directement sur des réseaux sociaux. Je cite ici Pierre Rosanvallon, qui a fait cette démonstration remarquable. Cette tendance, en fait, existe dans tous les pays européens et évidemment en France. Et on le perçoit fort bien dans le rejet des élites, des politiques et dans l'anti-intellectualisme contemporain. Il y a un certain populisme, par exemple, dans l'idée que les réseaux sociaux doivent se substituer à la loi en dénonçant publiquement les auteurs de délits économiques ou sexuels. Cela peut être utile, mais on en voit très vite la limite. Chasse aux sorcières, justice expéditive, dénonciation en chaîne. Quand on parle d'Europe, on pense évidemment au rêve de Victor Hugo, des États-Unis d'Amérique, des États-Unis d'Europe, disait-il, au rêve que le berceau de la démocratie et de la République, phénomène européen, puisse étendre son modèle à la planète. Mais il y a aussi une autre Europe. L'Europe, c'est aussi l'Europe colonisatrice, celle qui a asservi les peuples non européens pour leur imposer un modèle, notamment la Grande-Bretagne et la France, grands pays impérialistes. Toutes deux ont créé un empire. Le premier sur des fondements commerciaux, en conservant les communautés soumises à sa domination, Angleterre. Le deuxième sur des bases tout à fait différentes, idéologiques, avec pour mission, avec pour objectif, une prétendue mission civilisatrice.
Le colonialisme français était moins économiste qu'idéologique et culturel, puisqu'il avait pour projet d'émanciper les peuples dits inférieurs, ce qui n'était pas du tout le cas du projet anglais, dits inférieurs au nom des droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme. Et donc, il y a là un paradoxe, car il fallait les faire sortir de l'obscurantisme en détruisant leur culture. Projet progressiste, certes, mais qui n'en était pas moins un asservissement considérable, sous des allures d'émancipation. Ça va, non? J'entends un écho. Bon. Dans les années 1880, c'est Jules Ferry, fondateur de l'école laïque et républicaine, dont on glorifie l'action en permanence, qui s'est montré le plus virulent contre les races dites inférieures. Mais ce qui est frappant aussi, et plus encore en France, c'est qu'il y a toujours plusieurs Europes, plusieurs France. C'est en effet l'Europe elle-même qui a suscité aussi les plus belles révoltes contre l'asservissement qu'elle produisait. Si la France a prôné un colonialisme dur, elle a été aussi à l'origine d'un puissant mouvement anticolonialiste. Pour en comprendre l'origine, il faut remonter à l'affaire Dreyfus et à la naissance de l'intellectuel engagé. Dreyfusard contre anti-Dreyfusard, telle fut cette scène primitive des grandes passions françaises, un siècle après la Révolution. De Clémenceau à Sartre, célèbre manifeste des 121 en faveur de l'insoumission en Algérie, en passant par Zola et par Aimé Césaire, je l'inclus bien entendu comme intellectuel français, avec son discours sur le colonialisme en 1950, il y a toujours eu une France contre une autre France, et de même, il y a toujours une Europe contre une autre Europe. Clémenceau, futur défenseur de Dreyfus, homme de droite, plutôt nationaliste, défenseur de la Révolution française comme un bloc, s'est attaqué très violemment à Jules Ferry en 1885. Race inférieure, race supérieure. Tout cela n'est rien d'autre que la proclamation de la puissance sur le droit. L'histoire de la France depuis la Révolution est une vivante protestation contre cette prétention. L'Europe, ce sont aussi des villes. Berlin, Vienne, Londres, Rome, Paris, Lisbonne, Madrid, Athènes sont en train de nous écouter, quelques-uns. Et je le dis d'autant plus que l'histoire de la psychanalyse est celle d'une géopsychanalyse dont le territoire archéologique serait toujours celui des villes, toutes semblables et toutes différentes. Toutes semblables et toutes différentes les unes des autres, mais qui ont eu en commun de favoriser la révolution de l'intime, c'est-à-dire la confrontation entre soi et soi. Comme le souligne Salvatore Vega dans son commentaire du très beau livre de George Steiner, Une certaine idée de l'Europe, 2005, 5 axiomes définissent le monde européen. Le premier est celui des cafés. L'Europe est celle de ses cafés. Le deuxième est son paysage humanisé. L'Europe a été et reste parcourue à la marche, dès qu'on doit la parcourir à pied. Les noms de ces rues et de ces places sont le troisième critère qui fait de l'Europe un lieu de mémoire par excellence. Le quatrième est celui de 2 cités
Athènes et Jérusalem. Être européen, dit-il, signifie chercher à négocier sur le plan moral, intellectuel et existentiel les idéaux et les praxis contrastés de la cité de Socrate et de celle d'Isaïe. Fin de citation. L'ultime critère est la conscience de sa propre contingence et de la possibilité de son propre effondrement. Un thème cher à Paul Valéry, qui évoque sa beauté et l'horreur du siècle à peine conclu, ce que j'appelle le bonheur tragique de l'Europe. Car l'Europe a inventé les démons de sa propre destruction, mais aussi le remède à cette destruction. Il y a encore une autre Europe, celle décrite par Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, 1940, publiée à titre posthume après le suicide de son auteur. Cette belle Europe, qui incluait la Mitteleuropa, celle qui a été le berceau de certains grands mouvements d'émancipation, socialisme, féminisme, psychanalyse, sionisme. Cette Europe dont on ne peut qu'avoir la nostalgie. L'Europe des plus belles années de Freud, qui est celle de la Belle Époque, celle où les intellectuels se sentaient encore l'élite des nations, est aussi celle des personnages de Proust et des patients freudiens, qui, de fait, ressemblent aux héros de Zweig, de Thomas Mann ou de Italo Svevo. Ils sont les représentants d'une bourgeoisie riche et cultivée, qui avait éprouvé une réelle attirance pour les séductions de l'aristocratie déclinante. Une aristocratie déclinante devenue elle-même bourgeoise et qui, au fond, avait renoncé à l'exercice du pouvoir pour se consacrer à la quête de soi, cherchant ainsi à accéder au temps retrouvé. Illusion d'une existence vouée à sa propre fin, juif et déjudaïsé, Freud et Proust, se sentaient à la fois extérieurs à la société dans laquelle ils baignaient et attachés à ses mœurs et à ses traditions familiales. Aussi bien savaient-ils, l'un et l'autre, décrire avec lucidité les différentes sphères de ce monde qui était profondément le leur. Les grands bourgeois, les parvenus, les domestiques, les marginaux. Et puisque la recherche du temps perdu s'achève au lendemain de la Première Guerre mondiale, comment ne pas voir qu'elle met en scène l'histoire même d'une classe sociale dont l'idéal européen est très traversé depuis la montée des nationalismes et de l'antisémitisme par cette conviction qu'elle ne se survivrait pas à elle-même et qu'elle ne pourrait se survivre qu'en transformant chaque destin singulier en une œuvre d'art. On en retrouve évidemment la trace dans le très beau film de Jean Renoir, La Grande Illusion, avec les deux personnages, pas principaux, les deux personnages incarnés l'un par Pierre Freinet, incarnation de une certaine grandeur française qui s'évanouit, et naturellement, du côté de l'Allemagne, par Erich von Stroheim. Cette Europe d'hier, pleine d'un bonheur tragique, se contemplait dans le miroir de son ennui. Et sa bourgeoisie, la plus cultivée du monde occidental, avait omis de prendre en compte la grande misère des peuples.
Nous ne voyons pas les signes de feu inscrits sur le mur, écrira Stefan Zweig. Et inconscients, comme jadis le roi Balthazar, nous nous gorgions de tous les mets délicieux de l'art, sans jeter vers l'avenir des regards anxieux. Et c'est seulement lorsque des dizaines d'années plus tard, toits et murailles s'effondrèrent sur nos têtes, que nous reconnûmes que les fondations étaient depuis longtemps sapées et qu'avec le siècle nouveau avait débuté la ruine de la liberté individuelle en Europe. Fin de citation. L'Europe continua à être tragique, puisqu'à peine la paix revenue, elle fut traversée par le fascisme et le nazisme. En Italie, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et en Allemagne, très peu de temps après. 15 ans séparent les traités de démantèlement des empires centraux de la prise du pouvoir par Hitler en 1933, qui annonce une dévastation complète de l'Europe. En bref, pour résumer, il semble bien que pour faire l'Europe, il faille toujours défaire ou déconstruire une autre Europe. L'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des métamorphoses de l'Europe, une sorte de partition baroque. La question du bonheur. Je crois toujours, disait Gabriel Péry à la veille de son exécution par les nazis en 1941, que le communisme est la jeunesse du monde et qu'il prépare des lendemains qui chantent. Fin de citation. Cette phrase rappelle celle de Saint-Just, prononcée le 3 mars 1794, alors que la France était menacée d'invasion, que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux sur la terre, ni un oppresseur sur le territoire français, que cet exemple fructifie sur la terre. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Fin de citation. Mais, en contrepoint, je songe aussi à ces mots de Talleyrand, qui ont servi de titre en 1964 à un très beau film de Bernardo Bertolucci, Prima della Rivoluzione. Celui qui n'a pas vécu au XVIIIe siècle, avant la Révolution, ne connaît pas la douceur de vivre et ne peut imaginer qu'il y a de bonheur dans la vie. On peut toujours, évidemment, se réclamer d'un temps sans cesse suspendu entre un avant et un après. L'espoir, la patrie, l'héroïsme, ces thèmes liés à une conception révolutionnaire du bonheur, semblent avoir disparu de la société européenne. Ces sociétés apparaissent comme de plus en plus dépressives, angoissées, et de plus en plus encore, à mesure que se sont effacées, à la fin du XIXe siècle, les grandes références patriarcales issues de l'État-nation. L'armée, le parti, l'autorité. Mais les peuples européens semblent réclamer le pouvoir fort d'une autorité virile, alors même qu'ils ont contribué à la déconstruire. Ils veulent des chefs auxquels s'identifier, alors que les démocraties ont défait la notion même de chefferie. J'y reviendrai. Certes, la révolution de l'intime, phénomène européen, mise en œuvre par la psychanalyse, phénomène urbain, se veut très éloigné du bonheur collectif voulu par les philosophes des Lumières et par leurs héritiers révolutionnaires. Et pourtant, Freud, superbement européen, n'hésitait pas à faire du bonheur la réalisation d'un désir infantile et même préhistorique, allant jusqu'à rêver d'une possible pulsion de bonheur. L'amour sexuel, disait-il,
procure à l'être humain les plus fortes expériences vécues de satisfaction, en lui fournissant à proprement parler le modèle de tout bonheur. Et il n'était pas loin de penser que la civilisation devait procurer au sujet, par-delà toute culpabilité, une certaine matérialité sociale. Il voulait une matérialité sociale et aussi une matérialité psychique du bonheur, comme si le savoir sur la mort qui caractérise l'être humain en l'arrachant à l'animalité pouvait devenir une source de bonheur beaucoup plus forte que toute croyance en l'immortalité. Rien n'est plus destructeur que la croyance au transhumanisme. Mais Freud soutenait aussi, comme Chateaubriand, que les humains ressemblaient à des enfants avides qui ne supportent pas le bonheur de leurs voisins. Malgré son pessimisme, qui lui fit penser, notamment à partir de 1920, que l'être humain est d'abord un meurtrier des autres et de lui-même, Freud était l'héritier des penseurs des Lumières, et des Lumières françaises, et des Lumières allemandes mêlées. Lumière sombre, lumière lumineuse. Contre les théologies de la chute, et tout en conservant cette idée tragique du destin cher aux anciens grecs, il donnait la primauté au sentiment, à la nature, à l'intime, à la sensibilité, à condition toutefois que fussent tout autant valorisées la volonté, la raison, l'intellect. En ce sens, on l'a dit, il rejoignait non seulement Kant, Freud était profondément kantien, et son idée d'arracher la paix à la nature guerrière, mais il rejoignait aussi l'idéal des inventeurs de la liberté, si bien défini par Jean Starobinsky. Au-delà d'une conception de la liberté selon laquelle le moi n'est pas maître en sa demeure, ce que disait Freud, il pensait que les nations modernes devaient jeter les fondements d'une société capable d'assurer le bonheur de ses citoyens. Et c'est pourquoi, en 1930, dans Malaise dans la civilisation, il réaffirma que seul l'accès à la civilisation, la culture, peut mettre un frein à la pulsion de destruction inscrite, selon lui, au cœur de l'humanité. Au fond, il souscrivait, sans le savoir, sans le dire, à cette prophétie d'Hölderlin, c'est quand le danger est le plus grand que le salut est le plus proche. Phrase à méditer. Contre Freud et contre les Lumières, fussent-elles sombres, contre l'idéal proposé par Saint-Just, les adeptes de la réaction et du comportementalisme ont tenté d'affirmer à la fin du XXe siècle que les humains seraient plus heureux dans un monde dominé autant par la pure spéculation financière que par un hygiénisme normatif. Peur de la liberté. À la fin du XXe siècle, on affirmait volontiers que l'échec du communisme, né lui aussi en Europe, il y a une Europe de Marx comme il y a une Europe de Freud. D'ailleurs, il y a un géographe célèbre qui a fait un atlas intellectuel de l'Europe, qui a fait un atlas de Marx et un atlas de Freud, que donc cet échec signifiait l'impossibilité pour l'homme d'accéder à l'égalité. On s'est ensuite aperçu que le capitalisme, dans sa version la plus illimitée, la plus pulsionnelle,
la plus spéculative, favorisait elle aussi la misère psychique et économique. Au même titre d'ailleurs que les États dits de non-droit, qui parrainent d'un Occident ayant certes commis des crimes, tournent en dérision la Déclaration des droits de l'homme afin de mieux persécuter leurs propres citoyens. Ultralibéralisme sans limite, sans âme d'un côté, fanatisme religieux de l'autre, deux grands écueils au bonheur, deux manières de ne pas l'aimer et de ne pas le désirer. Et pourtant, c'est bien cette même quête du bonheur qui est présente sans cesse à la une de tous les magazines. On le voit tous les jours. Comment être heureux? Cultivez votre bonheur. Soyez zen. Faites des exercices de méditation. Taisez-vous. Rentrez dans un silence absolu. Purgez-vous. Faites des jeûnes, etc. Mais cette volonté de bonheur n'est ni celle préconisée par Saint-Just, ni celle projetée par Kant ou Freud. Elle est dominée par le rejet du surmoi et par la haine de la parole. Autrement dit, dans toutes les entreprises contemporaines de quête du bonheur, il ne s'agit ni d'un idéal européen, ni d'une révolution de l'intime, mais toujours d'un projet thérapeutique lancé par des gourous de la sagesse, adeptes, je viens de le dire, de la méditation, du repli sur soi, du silence et surtout de l'évitement des conflits, qui est pourtant la source de la démocratie. Autrement dit, pour accéder à ce bonheur thérapeutique, qui est le contraire du bonheur, il suffirait de rectifier son comportement. Pour être heureux, par exemple, osez être vous-même. C'est un titre permanent de la presse. Pour être heureux, osez être vous-même. Mais c'est qui vous-même? Le bonheur serait alors l'équivalent d'un psychotrope, sans recours à la chimie. Autre thème, sauvez votre peau, devenez narcissique. C'est écrit. Il y a là une hystérisation des identités sur laquelle je reviendrai. Je voudrais maintenant aborder la question des révolutions. Dans la situation où nous sommes en Europe, tout se passe comme si l'aspiration à un idéal démocratique avait été supplantée par une volonté d'autocratisme. Tout se passe comme si la liberté était moins désirable, plus ennuyeuse. Tout se passe comme si la soumission lui était préférable parce que susceptible d'apporter ce grand mot de la sécurité. Comme le montre d'ailleurs cette montée des populismes en Europe et hors d'Europe. En témoigne d'une part le succès d'un Vladimir Poutine en Russie, qui réellement a restauré un impérialisme tsariste sur les bases de la religion orthodoxe, et de l'autre, plus grave encore, le triomphe obtenu par Donald Trump aux États-Unis, lequel prétend incarner les aspirations des miséreux, c'est-à-dire le contraire de lui-même, et qui est soutenu par certains intellectuels de l'ultra-gauchisme. Et ce populisme se développe, hélas, également en Amérique latine, sous d'autres formes, avec évidemment dans ces pays danger permanent de reconstitution d'un caudillisme. S'agissant de l'Europe, ce qui se passe est d'autant plus frappant que tout avait été fait sur ce continent pour abolir la guerre, selon toujours le projet de Kant. Et l'Europe n'a pas connu de guerre sur son territoire depuis 1945, depuis donc plus de 70 ans. Énorme progrès. Quand on pense que depuis la fin du XVIIIe siècle, chaque génération a dû affronter en Europe une guerre ou une révolution. Ceux qui trouvent que c'était mieux avant, il faut voir ce que ça a été. Quand la France a été le point de... dont la France a toujours été en partie le point de départ. De 1789 à 1914, ce fut une suite de turbulences. La Révolution, la Terreur, les guerres impériales,
de nouvelles révolutions, 1830-1848, suivies d'une guerre franco-allemande, puis d'une nouvelle insurrection populaire, la Commune. Il aura fallu près d'un siècle de bataille pour qu'enfin se réalise ce rêve de 1792, la fondation assez stable d'une république et la prise en compte effective de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et pourtant, le XXe siècle européen fut le plus meurtrier. Fascisme, stalinisme, 2 guerres mondiales. Après 1945, je l'ai dit, les guerres coloniales, qui pèsent tant aujourd'hui dans les mémoires des anciens belligérants, ne se sont pas déroulées en Europe, qui a donc banni la guerre de son territoire, mais n'ont pas réalisé son rêve, abolir la guerre. Force est de constater que dans cette situation, dans ce contexte, la France est aussi l'un des pays les plus pessimistes du monde, autant sur le plan individuel que collectif, alors que dans la réalité, on y vit de façon beaucoup plus agréable que dans d'autres contrées du monde. On ne compte plus les livres consacrés au malheur français, au suicide français, au déclin français, à la noyade de l'État-nation, de la famille patriarcale, à l'identité malheureuse. Ce pessimisme est consécutif de ce qui est vécu comme la perte, en fait, de l'influence française dans le monde, encore qu'il faut le vérifier, comme l'effacement de sa langue et l'affaiblissement de son universalisme. En conséquence, il existe une rupture entre les élites qui méprisent le peuple, disant de lui qu'il est incapable de se moderniser, thème permanent, et les couches populaires, en rupture avec ces élites et avec la classe politique, auxquelles elles reprochent de s'accommoder fort bien de la globalisation, du nomadisme, de l'hédonisme, du multilinguisme, voire d'une sexualité débridée. Aussi bien les élites sont-elles alors accusées d'adopter un modèle américain et une certaine forme de cosmopolitisme qui s'opposerait aux anciennes souverainetés nationales. Elles sont brocardées au prétexte qu'elles s'occuperaient beaucoup trop de l'évolution des mœurs, ce qu'on appelle le sociétal, l'émancipation des minorités, des homosexuels par exemple, et pas assez des souffrances sociales du peuple. D'où une nostalgie de l'époque où la France semblait régner sur le monde à partir de son modèle républicain fondé sur un État fort et laïque, capable d'intégrer les minorités et structurant la nation souveraine. Cette nostalgie se traduit dans des discours qui fustigent le libéralisme autant que le socialisme, et du coup, on a vu réapparaître dans les médias une phraséologie qui n'avait plus cours depuis longtemps et qui s'est imposée en tant qu'idéologie dominante. En témoigne, si nécessaire, le tournant intellectuel contemporain qui se manifeste en France par la revalorisation des thèmes de la droite extrême, laquelle fait l'apologie d'un pouvoir autoritaire, voire parfois du régime de Vichy, contre l'esprit de résistance, mais aussi une incroyable fascination pour les écrivains de la collaboration, mis sur le même plan que ceux de la résistance. Ce n'est pas un hasard que l'on fréquente célébrer Céline, Rebatté ou Maurras au prétexte qu'ils seraient de grands écrivains. Aussi bien assiste-t-on aussi aujourd'hui en France à une hystérisation des identités juives, musulmanes, catholiques, noires, blanches. Et dans ce contexte, la double question du terrorisme et de la religion islamique, 3 800 000 Français musulmans, 8 400 000 si l'on parle d'origine musulmane, ce qui évidemment ne veut rien dire, mais ça inclut plutôt une origine territoriale, tout cela joue un rôle central. Dans le pays de la laïcité et de l'universalisme, on parle désormais de communauté, de religion, de terreur, de nouvelles invasions barbares.
Pour comprendre cette situation, sans pour autant céder ni à la nostalgie réactionnaire du « c'était mieux avant », ni à l'idée gauchiste que le combat contre l'islamisme serait du racisme, je pense qu'il faut revenir à l'échec planétaire du communisme. Échec qui a joué un rôle décisif dans ce qui se passe en France, plus encore qu'en Europe. Le tournant s'est concrétisé, bien sûr, en 1989, avec la chute du mur de Berlin et la célébration partout dans le monde du bicentenaire de la Révolution. Compte tenu de cet effacement de l'ancien monde bipolaire, on a refusé de célébrer la Révolution en bloc, de 1789 à 1994, selon le mot de Clémenceau. Et du coup, au lieu d'assumer ce qu'était sa dialectique, à la fois positive et négative, avec ses ombres et ses lumières, les autorités et les médias ont valorisé uniquement 2 années de la Révolution, 89 à 92, comme s'il fallait éliminer de l'histoire les massacres, les violences insurrectionnelles, la terreur, pour s'en tenir à la glorification de ce qu'aurait pu mener à une monarchie constitutionnelle. La Révolution française a été célébrée comme un équivalent de la chute du mur de Berlin. Et du coup, elle a été amputée d'une partie de son histoire jugée inacceptable. On a donc identifié la Révolution française au goulag et à un régime politique qui n'avait plus rien de communiste. Les débats d'idées se sont alors orientés vers une grande révision de l'histoire française et donc des révolutions qui se sont succédées après 1789, sans que l'on cherche à identifier plusieurs différences. Nombreux historiens essayistes expliquent désormais que toute révolution aboutit inéluctablement à la terreur et à la dictature, et donc l'idée même de révolte serait inutile, dès lors que le capitalisme libéral fait preuve de sa supériorité dans le monde, le marché. En témoigne ce fameux mot d'ordre: rien ne sert de se rebeller puisque le goulag est déjà dans Marx, que l'échec du communisme va de pair avec une prétendue inutilité de l'idée communiste. D'où un doute sévère sur la totalité des rébellions possibles. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de ce travail de description. En effet, à partir du moment où, en quelque sorte, la Révolution française devient l'équivalent d'un totalitarisme criminel, ce que vous lisez en permanence dans Valeurs actuelles, la Révolution russe étant, elle, pire encore que le nazisme, alors on ne sait plus de quoi on parle. Tout cela s'est instauré tranquillement grâce à la puissance des médias en quête de simplification. En outre, je terminerai avec ça, l'idée européenne est de plus en plus brocardée du fait que sa réalité politique est loin d'être acquise et que les peuples en rêvent sans la vouloir vraiment. L'Europe semble moins désirable parce qu'elle est dominée par le triomphalisme des marchés, c'est-à-dire d'un désordre mondial organisé, comme disait Derrida dans une célèbre conférence. Mais du coup, comme je l'ai déjà dit, les peuples, regardés comme des foules par les élites et non pas comme des peuples, se replient vers un nationalisme qui n'est plus lié à un contour territorial, mais à un nationalisme ethnique, comme le souligne le grand historien Jan Kershaw, qui a mis à l'ordre du jour ce thème, lequel repose sur l'idée que l'Europe ne pourra plus assimiler à ses valeurs les migrants des anciens pays coloniaux n'appartenant pas à un héritage culturel chrétien. Or, évidemment, ce nationalisme-là est porteur d'un potentiel guerrier. Car il ne faut jamais oublier que l'entrée dans une guerre semble toujours être, dans l'inconscient collectif des peuples, une réponse à un fantasme de déclin de la nation. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette leçon magistrale qui, je suis certain, ouvre le débat. Je pense que l'idéal serait qu'on pose des questions. J'aurais défini une question, c'est une phrase assez brève avec un point d'interrogation à la fin. Donc, si vous voulez, il y a Mathieu qui fera circuler le micro dans la salle. J'en profite aussi pour remercier les différentes transmissions qui sont en direct et pour céder la parole. Je vais quand même dire muito obrigado pour les Portugais qui sont en ligne à ce moment. Et les Italiens. Grazie. Grazie. L'Europe. UCID. Une certaine idée de l'Europe. Une certaine idée de l'Europe. L'Europe. UCID. Une certaine idée de l'Europe vise la création d'un débat à l'échelle continentale en engageant les jeunes de plusieurs universités parisiennes et de plusieurs universités à travers l'Europe. Le prochain intervenant, c'est Thomas Piketty, le grand économiste français qui a relancé le débat sur les inégalités au monde. Il interviendra à l'École normale supérieure le 19 avril et à partir de son travail d'économiste, il posera la question « Quelle forme pourra l'Europe revêtir dans sa lutte contre les inégalités ?» À travers UCID, le groupe d'études géopolitiques se propose de redonner de la force à l'idée européenne pour qu'elle cesse de se résumer à la cité bruxelloise. Rejoignez-nous à Paris ou dans les autres villes à travers l'Europe.